Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Le retour de la guerre aux portes de l'Europe ces derniers mois a ramené sur le devant de la scène une question d'éthique journalistique très ancienne. Que doit-on montrer des conflits ? Cette interrogation, c'est le lot des photojournalistes et surtout de celles et ceux qui couvrent les guerres, car avant l'Ukraine, il y a eu la Syrie, la Libye, le conflit israélo-palestinien, le Mali, l'Afghanistan, la Tchétchénie, l'ex-Yougoslavie, l'Irak, et j'en passe, hélas. À chaque fois, le même doute. Est-ce que montrer la guerre, c'est la rendre esthétique et donc plus acceptable ? Ou bien est-ce que montrer la guerre, en ramener les images à celles et ceux qui en sont épargnés, c'est faire très exactement ce pourquoi la plupart d'entre nous ont choisi ce métier, montrer le monde tel qu'il est. En juillet 2021, Maëlle Diallo s'était elle aussi interrogée, elle en avait tiré cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Pour en savoir plus sur la photo de guerre, je me suis tournée vers Gabriel Coutagne. Il est journaliste au Monde et il a travaillé pendant 7 ans au service photo du journal. Et alors, c'est quoi une photo de guerre ? Une photo de guerre, ça peut être beaucoup de choses, mais une photo de guerre, principalement, c'est une photo qui fait état d'un fait qui s'est déroulé sur un théâtre d'affrontement militaire. Mais ça peut être aussi toute photo qui relate un fait qui est inhérent à ce conflit, mais qui n'est pas directement ce conflit. Des photos de réfugiés, des photos de champs de ruines après un combat. Voilà, ce sont toutes photos qui vont montrer une trace d'un combat. Un combat ou ses traces, ou ses conséquences. Les premières photos de guerre, si je me souviens bien, c'est très ancien. Ça doit être des photos qui datent de la guerre de Crimée. Et la guerre de Crimée, si je ne me trompe pas, ça doit être aux alentours des années 1860. Sinon, il y a aussi des photos de guerre qui datent de la guerre de Sécession. Alors, on les photographiait pas à l'époque pour des raisons journalistiques, parce qu'à l'époque, les journaux n'étaient pas en mesure de reproduire ces photos. Mais on les utilisait pour faire état des combats, notamment pendant la guerre de Sécession. C'était un moment où il a fallu montrer l'ampleur de la violence des combats. Et surtout, c'était des photos qu'on faisait très différemment d'aujourd'hui, puisque c'était des photos qui prenaient un temps important de pause, il fallait un trépied, il fallait une logistique assez lourde. Donc, c'était quand même une manière assez différente de faire des photos de guerre. Et si je me souviens bien, ensuite, on a commencé à traiter la guerre de manière un peu plus directe, d'abord parce que c'était techniquement possible pendant la guerre de 14-18, notamment parce qu'un journal qui s'appelait l'Excelsior, si je me souviens bien, avait demandé à des combattants français de envoyer leurs photos faites en tant qu'amateurs depuis les combats pour publication dans le journal. Voilà, mais ça c'était à la fois possible parce que les journaux pouvaient commencer à reproduire des images et aussi c'était possible parce que des soldats eux-mêmes pouvaient prendre des photos, ce qui n'était pas possible avant. Il y a des photos qui deviennent vraiment iconiques, comme on dit, à partir du moment où le métier de reporter de guerre se professionnalise un petit peu, c'est-à-dire pendant la guerre d'Espagne en 1936, avec principalement Robert Capa, qui est un photojournaliste d'origine hongroise qui a vécu en France dans l'entre-deux-guerres et qui ensuite s'est basé aux États-Unis. Et donc, il n'était pas tout seul. Il y avait aussi un autre photographe qui s'appelait Chim et un autre photographe qui s'appelait Gerda Taro. Ils étaient 3 à couvrir ce conflit-là. Et donc, ce conflit a été le premier à être vraiment vu à travers des images faites par des professionnels. Et donc, avec des images très, très fortes. Il y a le soldat qui tombe, par exemple, qui est une photographe très forte et controversée, mais qui est quand même une photographie très forte. Et ensuite, le même photographe, qui était l'un des pionniers du photojournalisme de guerre, a produit quelques images extrêmement célèbres qui sont celles du débarquement, le 6 juin 44, sur Omaha Beach, qui sont 11 photos, il y en a 11, mais qui sont 11 photos très, très célèbres. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que le photojournalisme et la presse aussi se mettent à couvrir la guerre et à en diffuser les images de manière très massive, que les gens qui étaient capables de faire ces métiers ont été de plus en plus nombreux, les images ont été de plus en plus nombreuses, elles aussi, ça a été un effet un peu mécanique. Et comment on choisit une photo de guerre quand on est en rédaction ? Sur quels critères on se base ? On se base d'abord sur le sujet qu'on veut traiter, évidemment, parce que la guerre, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément d'aspects qui peuvent être racontés, que ce soit les combats ou les civils, les conséquences humanitaires d'un conflit. Donc la principale question qu'on se pose quand on choisit une photographie, quelle qu'elle soit, mais aussi une photographie de guerre, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer, quel aspect on veut montrer de ce conflit, d'un conflit donné. Et ensuite, il va y avoir beaucoup de critères qui vont rentrer en considération. La lisibilité de l'image, comment elle est compréhensible, comment elle est structurée. Donc en fait, tout ça, ça relève un peu aussi d'une dimension esthétique. Sans vouloir dire que la guerre, c'est beau, il faut que l'image soit lisible. Donc il y a des critères qui sont visuels.
Je préfère visuel plutôt qu'esthétique d'ailleurs. Bon, il y a évidemment des critères journalistiques purs qui sont qu'on va vérifier la véracité du moment, etc. Le fait que la photo reflète bien ce qu'on essaie de raconter, puisque une photographie, c'est un prélèvement. Donc, il faut bien que la photographie ne trahisse pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain par rapport à ce qu'on souhaite raconter. Et il y a un dernier critère qui est quel degré de violence on est en mesure de montrer par rapport au sujet. Et ça, c'est un sujet qui est très compliqué parce que la violence, on ne la mesure pas de la même manière selon le conflit qu'on traite, selon qui sont les victimes, selon le rapport qu'on a individuellement avec ces images-là. Donc c'est toujours un sujet qui amène à beaucoup de discussions. La violence d'une image, qu'est-ce que c'est Mais arriver d'avoir une conversation, c'est pas pour une photo de guerre, c'était pour la photo d'Aylan, où on s'est beaucoup posé la question de la publier ou de ne pas la publier. Et on était tous choqués de cette image, bien sûr, mais les réactions étaient encore plus fortes de la part de gens qui avaient même des enfants. Donc, par exemple, voilà, on peut avoir une discussion, aborder des images différemment selon qu'on a des enfants ou pas, il y a quelque chose d'un peu intime aussi dans la manière dont on évalue une image. Tous ces critères-là rentrent en considération quand on choisit une image de guerre. Une photo de guerre, avant d'être une photo de guerre, c'est une image. Une image, comme une idée, une image, c'est une abstraction. C'est une construction humaine, donc c'est un objet qui est élaboré. Et de la même manière qu'il y a eu des tableaux qui relatent des combats qui font partie du registre, en philosophie, on dirait de la catégorie de l'art, il y a des photos de guerre qui renvoient à l'art, donc qui relèvent de critères esthétiques. Il y a une différence entre un tableau et une photo, et surtout qu'une photo de guerre, c'est que la photo montre quelque chose qui s'est réellement passé. Un tableau peut être fait dans un atelier pendant un moment complètement dissocié du combat en tant que tel, alors que la photo de guerre nécessite qu'il y ait eu un témoin du combat réel qui a eu lieu réellement. Donc c'est beaucoup plus compliqué de prendre en considération cette question, est-ce qu'une photo de guerre est belle ou pas ? Moi, je pense qu'on peut dire qu'il existe des photos de guerre qui sont belles. Ça ne veut pas du tout dire que la guerre, c'est beau. Il y a des œuvres d'art qui montrent des choses tragiques et qui, malgré cela, sont belles. La beauté n'est pas forcément quelque chose de plaisant. La beauté peut être violente, la beauté peut être morbide, la beauté peut aborder des tas d'aspects négatifs de la vie. Donc oui, je pense que des photos de guerre peuvent être belles. Dans un journal, c'est pas le premier critère, c'est jamais le premier critère. Ça va orienter notre sensibilité, mais c'est pas le premier critère. Et par ailleurs, il y a des artistes qui se servent des conflits comme de matière première pour produire une œuvre d'art qui va avoir un discours sur la guerre en tant que telle. Je pense notamment à un photographe qui s'appelle Mathias Brugman, qui travaille beaucoup sur la représentation de la guerre ou d'endroits où il y a de la violence. Il a beaucoup travaillé en Syrie, par exemple. Et lui, son travail est à la fois documentaire dans le sens où il documente un événement et ça relève aussi de l'œuvre d'art parce que c'est son circuit de diffusion aussi. Et justement, en parlant de la guerre en Syrie, je voulais parler des guerres actuelles. On photographie plus la guerre maintenant comme on la photographiait avant. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a plein de paramètres qui font qu'on évolue dans la manière dont on couvre un conflit. Si on prend par exemple la guerre en Syrie, elle n'est pas photographiée et elle n'est pas photographiable de la même manière qu'on aurait pu photographier par exemple la deuxième guerre en Irak. Tout simplement parce que la manière dont les photographes ont accès au théâtre d'opération est différente. Alors, je vais prendre un autre exemple. La libération de Mossoul, donc en 2016-2017, le moment où l'armée irakienne tente de libérer Mossoul de l'emprise de l'État islamique, et bien ce moment-là a été couvert par des photojournalistes, notamment celui du journal était embarqué avec une division de l'armée irakienne, une division d'élite qui s'appelait la Golden Division. Et en fait, les photographes sont avec les soldats d'un des camps, c'est un fait, à la fois sous leur protection et donc de leur côté. Ce conflit-là, ces combats-là sont photographiés depuis un point de vue. Ça ne veut pas dire que le photographe va faire la géographie de ce que fait la Golden Division. Ça veut juste dire qu'il faut pouvoir accéder à un théâtre d'opération par un chemin donné, et le chemin, en l'occurrence, c'était celui-là. Pour la guerre en Syrie, c'est beaucoup plus difficile parce que la guerre en Syrie est une guerre civile et donc elle est beaucoup moins structurée dans la manière dont les belligérants se combattent. Il y a des civils, il y a des terroristes, il y a des factions islamistes, il y a ensuite l'État islamique, de l'autre côté, il y a l'État syrien, il y a des bouts d'armée occidentale mais qui sont là sans être là, il y a des bouts de l'armée russe qui est là sans être là, donc c'est un conflit qui est extrêmement fragmenté et
difficile à raconter et donc il est aussi difficile à montrer et c'est difficile d'y accéder. Donc forcément, ce conflit-là est photographié très différemment. Il est aussi beaucoup plus dangereux. Photographier la guerre, c'est dangereux, mais ce conflit-là est particulièrement difficile à couvrir. Donc voilà, chaque conflit en fait est vraiment très différent par sa nature en fait géopolitique. C'est d'abord la nature géopolitique du conflit qui va conditionner la manière dont on le couvre. Et par ailleurs, on couvre pas la guerre en Syrie de la même manière qu'on soit un photojournaliste qui travaille pour un média occidental, entre guillemets, comme le New York Times ou Le Monde ou El País, et un photojournaliste qui va travailler pour un média russe ou qu'on ait un photographe de nationalité russe qui travaille pour un média occidental. Enfin, voilà, tous ces aspects rentrent en ligne de compte aussi. Comment la multiplication des images, donc tout ce qui est smartphone, etc., que les gens sur place ont, ça affecte le travail des photographes professionnels maintenant ? C'est très variable parce que ce sont des documents qui sont de nature très différente. Enfin, au journal Le Monde, en tout cas, on les considère comme des matières extrêmement différentes. Je pense par exemple à la guerre en Syrie où il y a eu beaucoup d'images de civils qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et qui ont été publiées en tant que documents pour raconter ce que c'est que de vivre sous des bombardements, les hôpitaux qui sont enterrés dans les sous-sols, etc., l'école dans les sous-sols aussi. Enfin voilà, on a beaucoup d'images de ce type parce que aussi le manque de photojournalistes qui couvraient la Syrie nécessitait pour les civils en tout cas de recourir à d'autres moyens pour raconter ce qui leur arrivait. Donc ça, c'est un premier aspect, des images qui ont un caractère documentaire. Après, ça dépend des conflits. Il y a un conflit où les images qui provenaient des gens dans la rue ont une importance assez forte. C'était notamment sur Maïdan, enfin en Ukraine, pendant le soulèvement à Kiev, où là, il y avait à la fois énormément de photojournalistes occidentaux parce que c'est accessible, parce que c'est un conflit extrêmement fort et parce que c'est un conflit qui intéresse beaucoup les médias occidentaux parce que c'est une question qui tourne autour de l'orientation de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union européenne, etc. Enfin, c'est ça l'origine du sujet. Et là, il y avait effectivement beaucoup de photographies qui provenaient des gens qui étaient sur le terrain, enfin des insurgés, parce que c'était la population ukrainienne contre la police, en gros, et l'armée. Il n'y a jamais de concurrence directe parce que ce sont toujours des documents qui sont de nature différente. Donc, elles nourrissent notre compréhension de ce qui se passe sur le terrain et elles nourrissent la compréhension que les photojournalistes aussi ont sur le terrain, mais elles ne sont pas concurrentes. C'est vraiment des images de nature différente. C'est le cas aussi pour les manifestations, c'est le cas pour tout un tas de choses. Hein. En tout cas, on essaie de les considérer, on les considère comme des documents de nature totalement différente. Et je voulais parler aussi du conflit israélo-palestinien. Donc, on voit beaucoup d'images de ce conflit en ce moment. Des images qui sont souvent presque stylisées, en fait. Et même au niveau des légendes qu'on voit dans la presse. Est-ce que ça transmet, du coup, plus que de l'information pure quand on décrit des frappes comme fendant le ciel, etc., ce genre de choses ? Effectivement, les images qui peuvent être plus ou moins stylisées, et ça, c'est courant parce que les photographes travaillent avec des sensibilités visuelles. C'est une matière visuelle, donc forcément, il y a une dimension esthétique dans la manière dont on reçoit et dont on construit un document visuel, enfin une image. Effectivement, il y a des légendes qui vont pousser le curseur plus ou moins loin pour accentuer cet effet ou pour l'atténuer. Et ça relève vraiment de la ligne éditoriale du média en question, de la manière dont on veut aussi rendre palpable la violence d'un combat ou pas. C'est pas la même chose d'avoir une légende très... ça n'existe pas une légende neutre, mais on n'est pas neutre. Quand on est journaliste, on essaie de prendre de la distance, mais la neutralité, c'est très difficile à atteindre. L'objectivité aussi, c'est quelque chose de très difficile à atteindre. Donc, il y a des légendes qui vont plus ou moins accentuer ou mettre l'accent sur un événement ou sur un aspect de l'image plutôt qu'un autre. Ça relève à la fois de la ligne éditoriale, ça relève aussi de l'émotionnel, je pense, en tout cas c'est mon sentiment. Parfois on est tellement frappé quand on légende une image qu'on va la légender de manière dramatique parce qu'on la reçoit comme quelque chose de dramatique. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est lié à nos sensibilités à chacun et à chacune. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que le rapport texte-image, il y a des milliers et des milliers de pages de philosophie, de sémiologie qui ont été écrites sur ce sujet-là. Hein. Le rapport texte-image, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et effectivement, il peut y avoir des effets qui sont même pas forcément voulus, qui arrivent quand on légende de telle ou telle manière une image. Encore plus, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui a une place à part dans les conflits, d'abord parce qu'il existe depuis extrêmement longtemps, qu'il cristallise énormément de sujets en termes de géopolitique
qui embarquent avec eux l'Union européenne, la France, les États-Unis, la Russie, l'Iran. Enfin voilà, c'est quand même un conflit régional extrêmement important et qui tire ses racines extrêmement loin dans l'histoire du bassin méditerranéen. Et par ailleurs, c'est un conflit où il est extrêmement difficile pour nous en tant que citoyens et pour tout le monde en tant que journaliste. C'est très difficile d'avoir un point de vue neutre. C'est très difficile de se dire je suis ni pour les uns ni pour les autres. C'est un conflit qui est tellement profond que on tombe parfois malgré nous d'un côté ou de l'autre. Donc c'est un conflit qui, en tant que tel, est très compliqué à traiter pour ces raisons-là, parce que on est toujours sur un champ de mine pratiquement. Tous les conflits sont des guerres d'images parce que un conflit, c'est un bras de fer et c'est une négociation qui se joue en nombre de morts, qui se joue en territoire conquis et qui se joue aussi en influence. Il y a une dimension, paradoxalement, il y a une dimension, on dirait soft power dans tous les conflits, parce qu'il y a l'idée qu'il y a les gentils et les méchants. Dans tous les conflits, on veut en tout cas produire le discours selon lequel il y a les gentils et les méchants. Et c'est cette guerre d'images qui va être le support le plus puissant pour faire ça. L'image, elle peut avoir plein de sens différents, et justement, c'est parce que ces images, elles peuvent avoir tout un tas de sens différents en fonction du point de vue qu'on a et de la manière dont on la diffuse, qu'elles contribuent qu'elles prennent part au conflit elles-mêmes. Les images, elles transportent des symboles plus ou moins conscients qu'on a aussi. On est sur le territoire de l'histoire de la Bible, David et Goliath, la fronde, le petit contre le grand, le faible contre le fort. Enfin, il y a toute une symbolique aussi qui existe en tant que telle et dont on a du mal à se défaire et qui se transparaissent dans ces images. Et est-ce qu'aujourd'hui on est désensibilisé aux images de guerre parce qu'elles se sont multipliées, on en voit tous les jours? Est-ce que du coup ça a changé notre perception? Peut-être que les images s'affaiblissent, c'est-à-dire qu'elles, à force de voir des photos de guerre, on est moins sensible au fait qu'une photo de guerre, ça raconte quand même la guerre. Tiens, encore une autre photo de guerre. Donc peut-être qu'on s'habitue parfois... en fait, on ne s'habitue pas aux images. Les images nous accoutument à une réalité à laquelle on ne devrait pas s'accoutumer. Ça, peut-être. Et encore, j'en sais rien, parce que ce serait parler au nom de centaines de milliers de personnes, mais il y a peut-être un phénomène comme ça d'accoutumance, d'habitude, de répétitivité, je dirais plutôt. C'est-à-dire que chaque image de guerre est violente et en même temps, il n'y a rien qui ressemble plus à une image de guerre qu'une autre. Il y a quelque chose qui me questionne beaucoup. J'avais voulu à un moment donné écrire dessus, mais c'est un sujet compliqué. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui est que, surtout au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, au Liban, en Israël, en Palestine, enfin dans cette région du monde, les conflits ont toujours le même visage, en fait. Les combats ont toujours le même visage. Une ville en ruine, une voiture calcinée, un climat un peu méditerranéen, désertique, enfin voilà. Et en fait, depuis avant ma naissance à moi, depuis le début des années 80, ces images de conflits, elles existent. Et ça fait 40 ans que dans cette région du monde, il y a des conflits. Donc on est complètement accoutumé au fait que cette région du monde est associée à des images de ce type. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très questionnant, quoi. Une région du monde qui a le visage d'un théâtre de guerre depuis 40 ans. C'est quand même assez frappant. Mais je ne saurais pas mesurer son effet à l'échelle d'une population. C'est une question trop compliquée. Et finalement, pourquoi c'est important de montrer la guerre, de continuer à montrer la guerre? Ma réponse, elle va être la réponse d'un journaliste. On se doit de continuer à montrer la guerre parce que c'est ce qui se passe. Si on devait montrer le fait que Israël et Palestine finissent par s'entendre et faire la paix, c'est ce qu'on montrerait. Mais c'est pas ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est la guerre. Donc, il faut qu'on le montre. La guerre est un fait et parce que la guerre est un fait, on est en devoir de raconter ce qui se passe. Merci à Gabriel Coutagne pour ses réponses et à Maëlle Diallo pour cet épisode dont la première mise en ligne date de juillet 2021. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.